Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes encore une fois avec le professeur Abdallah Fili. Salut Abdallah, comment vas-tu? Bonjour Sereda. Nous enregistrons par écran interposé. Et voilà, restriction oblige. Donc je te vois dans un écran. Comment ça se passe de l'autre côté de l'écran? Ça se passe bien? Tout va bien, un peu de fatigue. Début de Ramadan oblige. Retour d'une mission éclair. Mais il faut dire la mission, tu es en train de faire des fouilles, et quand tu fais des fouilles et que ça se passe bien, tu es radieux, tu as une bonne humeur et tu es heureux. On est content pour toi. On aura l'occasion d'en parler plus longtemps des nouvelles fouilles que vous lancez. Tu nous parleras de ça un peu plus longuement quand on aura l'occasion. Yaka, n'est-ce pas, Abdallah? Avec plaisir, et j'espère que ça va continuer ainsi. Alors, les podcasts ont ça de particulier, parce que parfois on fait un podcast avec toi ou avec un autre historien, et dans une parenthèse, on découvre qu'il y a de quoi faire un autre podcast. C'est ce qui s'est passé avec ce Mohamed Idrissi, que tu as rapidement évoqué quand tu nous as parlé de la ville de Sebta, où tu nous as parlé de ce géographe qui avait travaillé sur une carte, qui avait fait autorité en son temps, ce bonhomme-là. Donc on a décidé de lui consacrer un podcast entier à ce Mohamed Idrissi. Mais en fait, quel est son nom déjà? Alors, il s'appelle Abu Abdillah Mohammed ibn Abdillah ibn Idris al-Qurtubi al-Hassani, communément connu sous Sharif al-Idrissi. C'est pour ça que, bien évidemment, ça veut dire qu'il appartient à la famille idrisside, notamment par la famille des Hamoudites, qui ont gouverné un moment entre Ceuta et Ceuta et Malaga au XIe siècle. Et donc, en fait, il appartient en quelque sorte à cette famille connue par son sharaf, son appartenance à la famille du prophète, et qui sont originaires de Ceuta, mais qui se sont installés ensuite à Cordoue. Alors, celui qui nous intéresse, le Mohamed, il est né quand? Alors, il est né à Ceuta vers 1100, c'est-à-dire à l'extrême fin du XIe siècle, au tout début du XIIe, comme on peut l'imaginer sous le gouvernement almoravide. Il a fait une très grande partie de ses études à Cordoue, qui est considéré à l'époque comme étant le foyer du savoir pour tout l'Occident musulman. Et bien évidemment, ceci lui a permis de voyager et de nourrir justement ses aspirations à la découverte du monde, ce qui fera ce dans quoi il va faire sa carrière. Alors, dans quoi il va faire sa carrière, justement? Comment il arrive à cette histoire de cartographie? Alors, c'est quelque chose qui nous est un peu inconnu parce que justement, on n'a pas beaucoup d'informations sur le parcours même de Sharif al-Idrissi, à l'exception du fait que, à partir de 1138 à peu près, il s'est installé dans le palais de Roger II, le roi normand de Sicile, à Palerme, qu'il a engagé. Et c'est une exception à l'époque de voir justement un grand savant musulman s'installer dans la cour d'un roi chrétien. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a suscité en quelque sorte un intérêt particulier de la part des chercheurs. Et surtout, à l'époque aussi, il a suscité le mécontentement de ses pairs musulmans qui voit dans son installation dans la cour de Roger II une sorte de connivence avec un pouvoir chrétien qui était à l'époque considéré comme des koufars, comme des ennemis. Ouais. Alors déjà, juste comme d'habitude, on ouvre des parenthèses. Que font les Normands Parce que quand tu me dis la cour de Roger II, oui. Roger II, c'est le roi normand, mais ça se passe où? Ça se passe en Sicile? Exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut déjà dire deux mots sur
que font les Normands en Sicile? Parce que c'est pas quelque chose qui nous frappe, en fait. Première question, qu'est-ce qui correspond à ces Normands? C'est-à-dire avec la géographie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la Normandie? Est-ce que c'est des Vikings? Est-ce que c'est des Scandinaves? Est-ce que c'est des, entre guillemets, Anglais? Enfin, et d'où viennent-ils? Et deuxièmement, combien de temps est-ce qu'ils vont rester en Sicile? Je sais qu'ils ont été bloqués un peu par les Almohades plus tard. Mais est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce Roger II de Normandie? Exactement. Donc, en réalité, c'est un pouvoir qui a eu, on va dire, sa naissance grâce justement à Roger II. Sicile, qui était jusque-là une île musulmane, occupée par les Aghlabides de la Tunisie actuelle et qui ont encore aujourd'hui marqué en quelque sorte l'histoire de la ville et le patrimoine bâti de la ville de Palerme et d'autres régions, jusqu'à pratiquement la fin du XIe siècle, où on voit apparaître un État chrétien, cette fois-ci, sous Roger II, et qui a construit une force de frappe extrêmement puissante qui a même menacé en quelque sorte l'Ifriqiya, la Tunisie actuelle. Ils se sont installés un temps et ont occupé la Mehdiya tunisienne, qui était la capitale des Fatimides. Et c'est bien évidemment les Almohades, comme tu viens de le dire, qui les ont chassés de Mehdiya et qui ont récupéré le territoire ifriqien. Mais ils n'ont jamais pu réoccuper plutôt la Sicile et intégrer dans le giron du pouvoir musulman depuis que les Normands se sont installés ici. À la base, ils sont un peuple européen du Nord, connu par leur capacité guerrière extrêmement puissante, et qui ont menacé tout au long du XIe siècle et même avant, mais pas les Normands, mais d'autres populations du nord de l'Europe, germanique notamment, et ils ont menacé justement la présence musulmane en Andalousie à cause des Vikings, etc. Donc tous ces peuples ont en quelque sorte formé une force de frappe militaire très puissante, qui ont fait qu'ils ont exercé un pouvoir continu sur la rive nord du bassin méditerranéen jusqu'à pratiquement le XIIe siècle. Et donc, ils ont créé, bien évidemment, avec le monde musulman de la rive sud et est, des influences très importantes au point où, au niveau architectural et au niveau de l'organisation de l'administration de ces États chrétiens, bien évidemment, on retrouve des influences très visibles du monde musulman. Alors, donc, Roger II recrute Mohamed El-Idrissi, il lui demande de faire une carte. C'est bien ça? Exactement. Il lui demande de faire une carte et surtout un planisphère qu'il a pu réaliser en argent. Et bien évidemment, ce travail a duré entre 15 et 18 ans. Et le livre d'Al-Idrissi, qui s'appelle Nuzhatu al-Mushtaq fi Ikhtiraqi al-Afaq, qu'on peut traduire par livre du divertissement pour celui qui désire parcourir le monde, est une commande justement du roi et est considéré bien évidemment comme un commentaire de la carte et du planisphère réalisé par Sharif al-Idrissi. D'accord, alors deux choses. Premièrement, Mohamed El-Idrissi sait que la Terre est ronde. C'est écrit dans le commentaire. Absolument. Voilà. Donc en fait, pour l'Idrissi, comme pour les Grecs d'ailleurs bien avant lui, oui, il est évident que la Terre est ronde. Il n'y a même pas de débat. C'est même pas une polémique quand on lit les commentaires. Exactement. Donc c'est une grande découverte pour moi. Premièrement. Deuxièmement, cette carte qu'il va créer, alors je vous invite à la regarder, hein, elle est partout. Elle s'appelle la carte de Roger en fait. C'est Roger qui a donné le nom à cette carte. Elle s'appelle la Tabula Rogeriana. D'accord. Qui renvoie justement au mécène justement qu'il a reçu de la part de ce roi normand. D'accord. D'après ce que je lis, cette carte, elle a fait autorité pendant plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'elle a été la référence qui a été utilisée par tout ce qui a besoin de cartes, en fait, c'est ça. Exactement, il y avait besoin de cartes. Il n'est pas le premier à avoir fait une carte parce que le géographe musulman Ibn Hawqal, au Xe siècle, on a déjà procuré une carte. Pas aussi précise, bien évidemment, mais qui a en quelque sorte retracé l'espace qu'il a visité lui-même durant son périple dans le bassin méditerranéen à partir de Bagdad.
Et l'influence justement de Ibn Hawqal, Ibn Khordad Bey au 9e siècle et Al-Istakhri au 9e siècle également, et tout ce qu'on peut appeler la géographie administrative musulmane qui visait essentiellement à retracer les routes et les royaumes, le Masalik ou le Mamalik, et qui visait à terme d'imposer en quelque sorte le pouvoir califal de Bagdad sur tout le monde musulman, et donc d'inscrire tout ça dans une démarche administrative qui vise à l'imposition, l'impôt que le califat peut récupérer de ces régions. Eh bien, il y a l'influence également grecque dans le livre d'Al-Idrissi, et notamment d'un géographe grec qui s'appelle Ptolémée, du XIIe siècle, et qui n'est pas connu de l'Europe à l'époque, qui était complètement perdu dans sa version grecque en Europe, mais qui est resté à la fois dans sa version grecque et dans sa traduction arabe dans le monde musulman. Parce que, tout simplement, il a été traduit par le Mamoun, le calife abbasside, le fils de Harun al-Rashid, dans ce qu'on appelle la Bayt al-Hikma, ce qui a facilité en quelque sorte la tâche d'Al-Idrissi et qui a vérifié un certain nombre d'informations. Mais le texte également d'Al-Idrissi excelle par sa méthode d'approche. Sa méthode consiste à vérifier d'une façon systématique toutes les informations et à rejeter l'information en question dès qu'il sent qu'il y a un doute sur la véracité de telle ou telle réalité rapportée par les sources anciennes ou par les voyageurs. Il a également instauré des interviews, des entretiens très systématiques des gens, et notamment des voyageurs, des marins, notamment dans le port de Palerme, et il les interroge d'abord individuellement, c'est comme une enquête policière, et puis après, il les interroge ensemble pour justement tirer au clair un certain nombre d'informations que ces voyageurs lui procuraient. Donc il a même financé des voyages quand il avait des doutes sur certaines zones. Enfin, il a financé, c'est Roger qui était le financier du projet. Mais c'était un énorme projet, ce qui explique qu'il a duré 15 ans en fait. Ça a duré 15 ans d'établir exactement. Roger lui a permis, grâce à son mécénat, justement, de donner en quelque sorte une ampleur pratiquement inégalée à ce projet. D'abord, il a financé des voyageurs à qui il donne des grilles d'information, c'est-à-dire il prépare en fait des entretiens comme ce qu'on peut imaginer au jour d'aujourd'hui dans des enquêtes de sondage, etc. pour mieux cerner justement les informations. Et puis après, bien évidemment, il les envoie un peu partout, et c'est ça sa spécificité, ce qui nous a permis d'avoir, pour la première fois dans la géographie musulmane, d'avoir des informations très claires sur l'Europe, notamment. Parce qu'à l'époque, tout tournait autour du monde musulman, à quelques exceptions près. Je citerai par exemple Ibn Fadlan, qui a été kidnappé par des vikings et qui a décrit en quelque sorte la vie viking, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Le 13e guerrier, si vous le connaissez, au nom d'Ibn Fahlan, alors qu'il s'appelle en réalité Ibn Fadlan. Venons à la carte. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil. Alors évidemment, le Maroc ou le monde musulman est au nord, enfin, est en haut de la carte. Et Roger et les autres sont en bas de la carte. C'est-à-dire que le sud est en haut et le nord est en bas. Pour des raisons idéologiques, j'imagine, c'est bien ça, Abdallah. Exactement. Alors, idéologique, mais également tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles. Parce que dans toutes les cartes précédentes, celles de l'Idrissi, et bien évidemment, on avait la liberté, on avait le choix d'opter pour telle ou telle orientation. Mais pour Sharif al-Idrissi, bien évidemment, il est sous-tendu par la volonté de ne pas mettre justement le monde chrétien considéré par tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure au-dessus du monde musulman. Et donc, pour lui, là, le monde musulman doit être au sommet de l'échiquier, on va dire, politique et symbolique de l'époque, ce qui nous donne une carte complètement désorientée, au point où des chercheurs considèrent, par exemple, que la découverte de cette désorientation, en quelque sorte, des directions de cette carte
a amené Christophe Colomb à découvrir l'Amérique parce qu'il croyait qu'il allait partir en Inde alors qu'il s'orientait vers l'Amérique. D'accord. Non, mais je vous invite vraiment à la regarder. Alors, il y a évidemment les... Alors, moi, j'ai pas la version arabe, j'ai une version en lettres latines. Qui a été traduite bien plus tard. En fait, elle a été recopiée bien plus tard. J'ai pas trouvé la version originale, mais bon, celle qui existe déjà se permet de... C'est assez fascinant, hein. On reconnaît bien la péninsule arabique, par exemple. On reconnaît bien la péninsule ibérique. On reconnaît évidemment l'Italie, qui est un peu tordue, etc. Enfin, tout est un peu bizarrement reproduit, mais c'est reconnaissable. On voit l'île de l'Angleterre, etc. Et évidemment, il y a des fleuves, il y a des petites rivières, il y a les cours d'eau douce et les mers. Enfin, ça donne quelque chose d'assez étonnant et d'assez fascinant. Moi, j'adore voir cette carte. Elle est magnifique parce que, en fait, au-delà de la carte elle-même qui est circulaire, qui prouve encore une fois que la connaissance de l'univers était très poussée, comme tu viens de le préciser, déjà par les Grecs et puis après par les géographes musulmans, et il nous donne en quelque sorte une masse d'informations exceptionnelles pour l'époque. Nous avons pratiquement plus de 5000 noms de lieux, ce qui est absolument phénoménal pour l'époque. Et on peut y trouver des réalités géographiques extrêmement précises. Moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser pour Armat, pour Sigil Massa, etc. Et c'est absolument extraordinaire de voir la précision avec laquelle il décrit les paysages en présence à l'époque par rapport aux courants d'eau, par rapport justement aux montagnes, par rapport aux voies de commerce, etc., etc. Oui, parce qu'il faut bien préciser qu'il y a la carte et il y a le commentaire de la carte. Hein. C'est le tout qui constitue le gros travail de l'Idrissi. Alors, par exemple, il a évalué la circonférence de la Terre à 37 000 kilomètres. Voilà. Exactement. Donc, il se trompe en fait de 3 000, parce qu'elle fait 40 000, un tout petit peu plus de 40 000 kilomètres de circonférence, ce qui est donc un bon résultat. Et j'ai trouvé l'extrait où il parle de la forme de la Terre. Hein. Il dit « La Terre est ronde comme une sphère, l'eau s'y tient et reste par le biais de l'équilibre naturel qui ne subit pas de changement. » Voilà, c'est évidemment une traduction. Alors moi j'ai une question très, très basique, cette fameuse carte, elle est où ? Alors, en quelque sorte, la carte est... Il y a des copies même sur Amazon. Mais... Voilà, exactement. On la trouve partout. Juste pour signaler que cette carte est partagée en 7 climats. Le climat, c'est une zone thermique parallèle à l'équateur. Il présente une largeur inégale. Et la longitude est divisée en 10 sections, ce qui nous donne à peu près 70 cartes commentées. Et donc, des climats veut dire en fait des zones thermiques, comme je viens de le mentionner, du plus froid au plus chaud. Et notre région se retrouve dans le 3e climat. Et donc, le climat est défini, bien évidemment, d'une façon astronomique. Il est très précis, bien que l'on ne connaisse pas justement un penchant d'Idrissi vers les mathématiques. Et c'est ça la précision. Est-ce qu'il a été aidé par quelqu'un qui connaissait ou qui maîtrisait les mathématiques à l'époque, au sein du palais de Roger II? Mais en tout cas, on a pratiquement quelque chose qui est très précis pour l'époque et qui mérite d'être vraiment salué parce que c'est un projet, encore une fois, un projet d'une très grande ampleur qui a marqué l'histoire de la géographie, de la cartographie dans le monde. L'original, c'est la carte, là, est-ce qu'elle est quelque part dans un musée, la vraie, pas les copies? Alors, on a des manuscrits, en fait, qui rapportent les cartes d'El-Idrissi, dont le plus ancien remonte au XIIIe siècle. Dont le plus beau reste certainement celui de la BNF de Paris. Mais il a été traduit, le planisphère lui-même est comme on peut l'imaginer, est perdu. On n'en a aucune idée de sa destinée en quelque sorte depuis bien longtemps. Mais les premières traductions latines, comme celle certainement sur laquelle tu t'es basé, remontent au tout début du XVIIe siècle. Et la première traduction française remonte au tout début du 19e, aux alentours de 1830, 35, 39, quelque chose comme ça. D'accord. Alors évidemment, sur cette carte, il n'y a pas les continents qu'ils connaissent pas, en l'occurrence le continent américain.
C'est l'état des lieux à l'époque de l'Idrissi. Par contre, il y a énormément de détails sur les fleuves. Je vois les fleuves et également les lacs, enfin tout ce qui est aquatique en fait. Exactement. Alors moi, je voudrais signaler que si jamais vous allez à Sebta, eh ben, il y a une statue de l'Idrissi. On voit donc l'Idrissi avec une carte. Il porte une carte au-dessus de sa tête et c'est une belle statue. Hein. Je pense qu'elle est près du port. Voilà. Quand on voit qu'une ville comme Ceuta honore ce grand citoyen par une statue et par une statue qui a du sens, hein, c'est pas juste un visage, c'est lui avec sa carte, et que nous on le connaît pas, est-ce que tu trouves pas qu'on fait mal notre boulot de mémoire, Abdullah? Je sors un peu du sujet, mais j'ai envie de t'entendre sur ça, quoi. Alors, ma première rencontre avec l'Idrissi, à vrai dire, c'est d'abord dans l'amphithéâtre de l'université Mohamed V Karaba, Sharif l'Idrissi. Et donc c'est là, étant jeune étudiant, où je me rendais pour voir les soutenances de thèse, voir le climat justement d'une soutenance, comment il se présentait, ou dans le cadre de colloques universitaires, etc. Mais on en trouve pas mal de l'usage en quelque sorte, ou l'utilisation de Sharif l'Idrissi, notamment, je peux signaler l'aéroport de Hoceima, par exemple, ou tout simplement les écoles, les lycées, etc. Mais encore une fois, on est face à un véritable problème justement d'identification et surtout de l'utilisation que l'on peut faire de ces personnages emblématiques de notre mémoire collective et qui sont restés en marge, en fait, soit un problème de spécialistes, historiens, géographes, etc., ou tout simplement relégués, mais vraiment au bas niveau, où on nommerait une école ou un lycée, etc. Alors même qu'on peut effectivement, à partir de ce personnage, faire autre chose. Moi, je pense par exemple à tous les savoirs géographiques et cartographiques que le Maroc ou que l'Occident musulman d'une manière générale ou le monde musulman d'une façon encore plus générale, peut tirer de ces cartographes, de ces géographes. Je me rappelle très bien par exemple que dans quelques villes européennes, on peut trouver l'évolution de la cartographie par exemple. Et l'Idrissi, ou même le monde musulman, occupe une place de choix parce que ils ont réalisé des cartes depuis le Haut Moyen-Âge et ils ont participé à l'évolution de la science géographique ou cartographique. Donc il y a certainement des développements à faire de ce personnage, que ça soit au niveau national ou au niveau local. Sebta, c'est effectivement le lieu de naissance de ce personnage, mais on peut aussi avoir un musée de cartographie grâce au service de la carte. Non, mais en fait, Abdallah, en fait, je viens de réaliser, là, quand tu m'as parlé de l'aéroport de Hoceima, qui s'appelle effectivement Sharif Idrissi, mais pour moi, je pensais que c'était Moulay Idriss, en fait. Je suis sérieux. Je pensais pas que c'était... Non, mais c'est très grave ce que je dis, mais je le dis honnêtement. Hein. Je savais pas qu'il y avait un autre personnage que Moulay Idriss ou Tseni, qui sont la dynastie Idrissi. Je voyais pas un autre personnage, c'est peut-être ma faute. Non, moi, je suis plus prosaïque ou plus basique, c'est-à-dire que, pas juste un nom, mais carrément qu'on aurait pu placarder ou bien un amphi, comme tu l'as dit. Parce que si c'est juste un nom et qu'il n'y a pas d'histoire derrière, on peut placarder une reproduction de cette carte, je sais pas, sur une fac ou dans une rue ou je veux dire, dans un lieu public, que les gens la voient. Parce que sincèrement, quand on la voit une fois, on s'en rappelle de cette carte. C'est-à-dire voir l'œuvre plus que juste retenir le nom sans l'œuvre qu'il y a derrière. Exactement. Et je sais que à chaque fois qu'on présente des cartes d'Al-Idrissi sur soit nos expositions, soit nos dossiers d'archéologues, pour localiser justement un certain nombre de sites. J'ai cité tout à l'heure Armat ou Sigil Massa, mais je peux également évoquer Nefis, qui est jusqu'à présent complètement perdu et qu'on n'arrive pas à localiser, eh bien, ça veut dire en fait que l'utilisation de la carte et de la cartographie, d'une manière générale aussi bien par les historiens que par les archéologues, reste un véritable problème, alors même que c'est un outil de travail qui nous précise à la fois les longitudes, les latitudes, et qui nous permettent véritablement d'avancer dans le domaine de la recherche en se basant sur des documents cartographiques du XIIe siècle. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
Et le problème reste posé, même pour la cartographie actuelle. Je veux dire par là que quand on a découvert, et c'est juste pour donner un exemple, on a découvert Église, on sait qu'il a été mentionné par la carte topographique 1/50 millième de la région de Tarodante depuis au moins 1973, alors que la découverte a lieu en 2004. C'est dire que, justement, est-ce que c'est un génome qui ne fonctionne pas chez nous, ou c'est quelque chose d'autre qui nous pousse à reléguer au second plan l'utilisation de la carte ancienne comme récente. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'est l'occasion aussi de rappeler peut-être une évidence, le fait que le Nord soit en haut n'est qu'une convention. Et ça ne correspond à aucune espèce d'évidence, si ce n'est celle d'une décision qui considère qu'énormément de cartographes ont envie de mettre ce qu'ils considèrent comme important en haut. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette carte de l'Idrissi qui est, entre guillemets, à l'envers. Merci, Sereda. Juste pour signaler une dernière chose, l'Idrissi a également un livre de Masalik ou Mamalik, qui s'appelle Unsul Muhaj, qui précise bien évidemment les sentiers en quelque sorte et les routes qui traversait le monde musulman de l'époque. Et il est connu également par un livre de la botanique. Et à chaque fois, on s'étend justement dans la Nuzhat al-Mushtaq, le livre de Roger, qu'il s'intéresse beaucoup au type de production botanique et des régions qu'il a visitées ou qu'il a étudiées. Et ce livre de la botanique est une référence très importante et qui représente en quelque sorte la somme de la connaissance sur les plantes médicinales au XIIe siècle et qui s'appelle Kitab al-Jami' li sifati ashtat an-nabat, c'est-à-dire sur le type d'éléments botaniques qu'il a étudiés et qu'il a vus et dont il précise les valeurs médicales. Et donc c'est en quelque sorte une référence. Pourquoi ? Parce que tout simplement au sein de ces livres, on le sait maintenant, Idrissi c'est un polyglotte qui utilise à la fois l'arabe bien évidemment, mais également il évoque les noms de berbères, il utilise également, il renvoie aux noms grecs, aux noms latins, aux noms persans, aux noms hindi, etc. Donc on est face à un personnage d'une culture immense, une culture encyclopédique et qui a bien évidemment influencé à la fois la botanique de l'époque, mais également la géographie et la cartographie en premier lieu. Bah écoute, ça fait beaucoup de choses. Mohamed Idrissi, cartographe, botaniste, géographe. Ça méritait bien un podcast et ça mérite d'ailleurs qu'en mettant... en arrêtant ce podcast, en sortant de l'application, vous ayez regardé par vous-même, parce que on a d'autres ambitions que celle juste de vous donner l'envie d'aller plus loin, parce que en l'occurrence là, c'est un sujet tellement riche qu'évidemment un simple podcast ne peut pas suffire à traduire la richesse du parcours et l'ampleur intellectuelle du bonhomme. Merci beaucoup, Abdullah. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine, t'éloigne pas trop du secteur. Une nouvelle provocation pourrait tomber parce que tu nous sors des podcasts dans les podcasts. Avec plaisir, avec plaisir. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.